Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue pour ce 20e Apérops. Merci à tous d'avoir bravé la pluie pour être là. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des Apérops, on se focalise sur un retour d'expérience des opérationnels autour de la thématique du soir qui est le Battle des brokers. Je rappelle de nouveau que c'est basé sur le volontariat pour participer et venir animer cette session, et tous les sujets sont les bienvenus. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi avec toutes vos idées, avec l'envie de venir prendre ma place et animer aux côtés d'autres collaborateurs l'Apérops. L'ordre du jour. Donc effectivement, on va vous parler des brokers de messages. Le change attack capture, qu'est-ce que c'est? Une petite démonstration. Alors, on a un seul PC qui tourne en local avec trois solutions. Mais bon, bref, si ça rame un peu, il faudra excuser la machine de guerre de Sorel qui est un peu chargée, les challengers et les conclusions. Et bien évidemment, à l'issue, une petite bière. Généralement, on démarre sur le sondage de l'Apérops précédent. Donc, la thématique du 19e Apérops, c'était sur Flutter. Donc, Flutter, je le rappelle, c'est une plateforme proposée par Google permettant de générer assez simplement et facilement des applications mobiles. Il y a eu deux parties à cette Apérops, une présentation assez théorique de ce qu'était Flutter et une mise en situation par une démonstration. On voit globalement la prestation de Terence et il est où, Antoine? A beaucoup plu. La démo peut-être parfois un peu longue d'après les commentaires qui étaient signalés. Concernant le lieu, la facilité d'accès, l'accueil, les équipements, etc. et la quantité de bière ou de planches, on voit qu'il n'y avait pas assez de bière ou pas assez à manger, mais on essaiera de faire mieux encore une fois. À l'issue de cette Apérops de ce soir, de nouveau, on partagera un sondage. N'hésitez pas à remonter vos informations et votre feedback parce que c'est juste essentiel pour continuer à s'améliorer tous les jours. Je laisse la main à Ellie. Je vous souhaite à tous un bon Apérops. Bonsoir à tous. On va faire quelques petits rappels sur les mobs, ceux qui n'étaient pas présents à l'Apérops de juin, où Sébastien avait déjà évoqué ce sujet. Donc les mobs, donc ici on ne va pas parler des moments, c'est vraiment un concept bien particulier. Les mobs sont des middleware en fait, donc c'est un réseau d'échange d'informations interapplicative. On aura la même technique d'échange d'informations entre toutes les applications. On a quelques techniques d'échange, synchrone, asynchrone. Donc en synchrone, on aura du client-serveur avec du RPC ou de l'ORB. En asynchrone, on aura du mob avec le message. Donc là, on va tomber sur des architectures infrastructures pour système distribué. On aura la même structure de données pour transiter l'information, le message, et le message sera transmis de manière asynchrone. Donc le message broker, lui, il va permettre de router les informations, d'assurer le delivery, et il pourra faire de la transformation technique. Donc, grosso modo, si on veut l'imager, c'est Monsieur Laposte, en fait, qui envoie le courrier, qui distribue pour nous. Quelques exemples de mobs: ActiveMQ, RabbitMQ, Apache Kafka, et le petit dernier, Apache Pulsar. Le pourquoi et le quand. Au début, dans un SI, c'est toujours simple. Une source, une cible, un flux, on est tranquille, on est le roi du pétrole. Et après, le temps passe. Plusieurs sources, plusieurs cibles, et si ça continue comme ça, des flux dans tous les sens. Donc autant de flux à maintenir, à ordonnancer, pour lesquels il faudra gérer les problématiques de protocole, de structure de données, de format d'échange, plein de joyeuseté en fait pour les équipes de dev. C'est là que le mob intervient. Donc il va servir vraiment d'intermédiaire, en fait, de médiateur entre les sources et les cibles applicatives. Donc le pourquoi du mob, ça va vous permettre de découpler les applications au sein de votre SI. Moins d'interdépendance, moins de coordination, moins de flux d'informations et une indépendance applicative. Vous allez pouvoir changer les briques comme vous voulez sans trop impacter le système. Les échanges seront, je le répète encore une fois, asynchrones. Le format unique d'échange sera le message et on aura un système performant. Quand utiliser un mob, eh bien, lorsqu'on a besoin d'intégrer des applications qui sont hétérogènes, généralement les éditeurs n'ont pas forcément pas de bonne volonté pour faire communiquer les applications ensemble, donc le mob intervient à ce niveau-là.
Ça vous permet aussi de découper les applications, d'en faire la colonne vertébrale de votre architecture orientée événement, et ça vous permet aussi d'améliorer la scalabilité. Je vais passer à la je vais passer le micro plutôt à Cédric, qui va vous expliquer ce que c'est que le CDC. Mais si tu peux me faire... Ouais. Donc, je vais aller dans le bon sens, ça sera plus simple. Donc le CDC, bah là vous vous dites, ouais, mais moi, je suis pas venu voir ce que c'est du Change Data Capture. On parle de broker, et pourquoi on parle de Change Data Capture? Donc il faut comprendre que le Change Data Capture, c'est la récupération d'un événement de mise à jour d'une donnée. Une donnée qui a été updatée, une donnée qui a été supprimée. Ça peut être un changement de structure de base de données également. Donc généralement, c'est utilisé pour répliquer des données d'une base de données classique SGBD vers une autre, pour alimenter un système de reporting, data warehouse, dans les buts de BI, ou donc faire un audit et historiser les données. Et ça peut être aussi utilisé pour tout ce qui est mise à jour de cache, pour la mise à jour de moteurs de recherche, type Elasticsearch, Solr, voilà, qui vous permettront d'avoir une donnée fraîche. Ça peut être utilisé aussi dans le cadre des modèles de lecture CQRS. C'est le principe CQRS, c'est une base de données dédiée à l'écriture et une ou des bases de données dédiées à la lecture par API. Ça peut être utilisé pour la mise à jour d'IHM en live. Pour les microservices, si un microservice met à jour une donnée, on pourrait très bien les mettre à jour grâce au CDC, la base de données de notre ERP. Et puis, donc, ça peut nous permettre également d'extraire des microservices depuis des monolithes. Donc du coup, en fait, comme je disais, le Change Data Capture, ça va être la récupération d'un événement. Et donc, cet événement, on peut le stocker. Et là, vous dites, ouais, l'événement, on va pouvoir le stocker avec un message de broker, puisqu'en fait, un message, c'est un événement. Ça va nous permettre d'aller au fil de l'eau, transmettre des informations, des mises à jour de données. Donc on va pouvoir, à partir d'un événement, d'une mise à jour de données dans notre base de données 1, aller mettre à jour une autre base de données, ou alors, donc, comme je disais, excusez-moi, je bouge trop le micro, un moteur de recherche type Elasticsearch, et également on pourrait voir avec des moteurs de streaming tels que Spark et Flink. Là, je vous ai vendu du rêve. Et donc pour ça, on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Debezium, qui aura des connecteurs pour se plugger sur des bases de données type MySQL, SQL Server, alors Oracle en Technical Preview, parce qu'aujourd'hui ça nécessite d'avoir une licence Golden Gate, PostgreSQL et même MongoDB. Et derrière, en fait, pour les messages brokers, il y a un connecteur natif pour Kafka, il y a un connecteur natif pour Pulsar, et il y a ce qu'on appelle le Debezium Embedded Engine, qui va permettre en fait de plugger n'importe quel autre broker. Alors nous, dans notre présentation, on a choisi ActionQ, mais on pourrait très bien choisir aussi Kinesis qui est sur AWS, ou un autre message broker dans un cloud provider. Maintenant, place à la démo. Alors, histoire de mettre un peu de pratique sur toutes ces notions théoriques qu'on vient de voir, on va faire une petite démo. Alors, voilà un peu le besoin qu'on veut couvrir avec cette démo. Donc, imaginons, on a deux bases de données ici, base de données A, base de données B. L'idée, c'est de synchroniser ces bases de données. Par contre, bon, vous allez dire synchroniser, ben on va faire tourner un batch tous les nuits, tous les mixeurs pour aller synchroniser la base de données. Le but ici, c'est pas le but. Ici, c'est de synchroniser ces bases de données en temps réel. Comment on le fait de par le CDC, comme vient de vous l'expliquer Sébastien. Donc, on va avoir une application front, on peut imaginer un peu n'importe quoi ici, bon, pour le besoin de la démo, c'est une application Vue.js, qui va interroger deux web services complètement différents, qui vont être câblés sur deux bases de données complètement différentes. Donc vraiment deux systèmes, imaginez vraiment deux systèmes complètement différents, qui n'ont aucun lien entre eux. Donc on va avoir une API, un web service de notification, qui va permettre d'envoyer des événements, tout simplement, ça va être un générateur d'événements,
pour la base de données A. Et on va avoir un deuxième web service qui va aller récupérer de la base de données B ces événements pour la donnée dans la base de données B pour l'afficher. Donc bien évidemment, on a beau pousser des événements, si derrière notre base de données B ne se met pas à jour, il ne se passera pas grand chose. Donc l'idée c'est de synchroniser ces bases de données. Donc comment on va faire? On va mettre du CDC sur cette base de données A, donc de part des Bayesium pour le coup. On va aller alimenter nos 3 message brokers, parce que c'est un peu l'idée de la présentation, de voir un peu ce que ça permet de faire. Donc on a de l'ActiveMQ, du Pulsar, du Kafka, qui derrière, on va alimenter notre message broker, de là on va aller le consommer pour aller mettre à jour ou ajouter une donnée dans la base de données B et la synchroniser. Et depuis notre application, on pourra récupérer ces événements de la base de données B. Donc voilà un peu pour le besoin fonctionnel. L'idée c'est vraiment de synchroniser en temps réel ces deux bases de données. Alors, voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Alors. On va faire un petit peu. Donc voici notre front. Donc notre application Vue.js. Donc désolé un peu pour le zoom, mais c'est le format. Donc on va avoir une première partie qui va nous permettre d'aller envoyer des événements à nos 3 message brokers. Donc on imagine, on ajoute des renseignements dans une base de données B. Donc là, tout ça va aller alimenter notre base de données A, B, C, enfin notre base de données de par Pulsar, Kafka ou ActiveMQ. De là, en dessous, on aura une partie qui va nous restituer de la base de données B, un autre système complètement différent, ces événements. Pour voir un peu ce qui se passe derrière, on va avoir nos 3 consommateurs qui vont du coup aller écouter nos message brokers à ce niveau ici. Donc on va avoir en haut notre Pulsar, au milieu notre ActiveMQ et en bas notre Kafka. Donc pour l'ActiveMQ, les deux autres sont en temps réel. Pour l'ActiveMQ, on a un batch qui se lance toutes les 5 minutes, mais c'est pour des simplicités d'implémentation. On peut très bien imaginer faire aussi du temps réel à ce niveau-là. Il y a juste pour la partie ActiveMQ ou pour des raisons de simplicité et de gain de temps aussi, on a décidé de faire un batch tous les X temps qui va aller récupérer du broker les éléments pour les alimenter dans la base de données B. Alors, si on reprend notre interface ici, on va envoyer un message à notre Kafka. Donc là, en l'occurrence, imaginons qu'on ajoute un nouveau produit. Donc, on va mettre un identifiant de produit lambda. On envoie la notification à Kafka. Tac. Si on regarde ici, on voit bien qu'ici en bas, sur notre Kafka, on a eu un événement qui est arrivé sur la partition un tel, offset, un tel, on verra ça bien plus tard. Mais on a bien quelque chose qui est transité de par le message broker. Donc là, on a mis à jour notre base de données A, on arrive dans notre base de données B, et si on revient sur notre interface, s'il veut bien, si un petit refresh de l'information, on voit bien ici qu'on a récupéré un événement de notre base de données B avec le produit qu'on vient de renseigner. Donc on va faire exactement la même chose avec les deux anciens, donc par exemple un customer, donc on va mettre customer 88, mettons, et pour ActiveMQ, un order, on va mettre un identifiant lambda, c'est très important, hop, on envoie les événements à ActiveMQ. Si on regarde ce qui se passe sur notre broker, on voit ici, on a reçu un événement en haut, et là, on vient juste de recevoir un deuxième événement ici, donc sous format JSON, donc c'est le format qui nous envoie des désir. Donc là, on a bien nos deux messages qui sont proceed, et si on revient sur notre interface, qu'on met à jour un peu, qu'on relance un appel sur notre deuxième service, on voit bien ici qu'on a récupéré nos deux événements. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'ici, de par cette démo, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer qu'on vient de faire de la synchronisation de base de données en temps réel. Donc déjà pas mal. On a utilisé des message brokers. On a utilisé 3 message brokers. Donc là, vous vous rendez compte un peu, c'est bien les message brokers, mais en fait, là, on en a 3 complètement différents. Ils font exactement la même chose. Ils couvrent exactement le même besoin. Donc, ce qu'on va maintenant expliquer, et rentrer un peu plus dans les détails, c'est pourquoi l'un plus que l'autre. D'accord? Parce que là, vous voyez, on arrive à isoler, à faire exactement la même chose avec les 3 brokers qui sont pourtant complètement différents. Donc, rentrons un peu en détail sur chaque message broker en commençant par ActiveMQ. Donc ActiveMQ en fait a été créé en 2004. Oui, c'est pas tout jeune. Ça a été créé pour être une alternative open source aux outils de TIBCO. Ça a été offert à la fondation Apache en 2007. En
juin 2015, HornetQ, qui vient de JBoss, un maître message broker, a été donné également à la fondation Apache. Et c'est de là qu'est né ActiveMQ Artemis. Alors, là, aujourd'hui, sur ActiveMQ, nous sommes sur une version 5.15.9, qui est sortie en mars 2019 de cette année. Donc. Et en fait, pourquoi je vous parle des deux messages brokers, c'est parce que la version 6 sera le merge des deux projets. Donc avec quelques concepts différents pour ActiveMQ Artemis. Au niveau des protocoles gérés par ActiveMQ, il y a du JMS, de MQP, StoneP, MQTT, REST. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ça va nous permettre d'avoir des applicatifs avec différents types de langages qui vont pouvoir se plugger dessus. Et ils auront les librairies clientes associées. Par exemple, forcément Java utilisera JMS qui est du Java Message Service. Python, lui, utilisera du StoneP. Au niveau documentation, moi je la trouve plutôt complète. Alors je ne mets pas à 100% la note maximale, puisqu'en fait, je ne mets pas la note maximale, puisqu'en fait, par moments c'est un peu fouillis, ça manque un peu de graphiques pour expliquer, de schémas pour expliquer le fonctionnement. C'est utilisé par des utilisateurs tels que Verizon, FuseSource. Alors ça a 1500 stars sur GitHub. C'est né avant GitHub. Donc bon, on va trouver une explication là-dedans comme ça. Au niveau de l'écosystème, il n'y a pas d'outils proprement à parler qui sont intégrés dans l'écosystème ActiveMQ. Par contre, on utilisera naturellement de l'Apache Camel qui est très bien optimisé pour consommer les messages et ensuite faire la transformation de format. Moi, je vais vous présenter le challenger, donc Kafka, qui a été créé initialement par LinkedIn, et projet open source depuis 2011 et qui est maintenant principalement appelé par Confluent. On en est à la version 2.3.0 du 25 juin. On est sur des protocoles qui sont faits maison, du vrai fait maison. Le client en fait était initialement prévu pour du Scala et du Java. Donc maintenant ça s'est étendu donc, à du C, C++, du Go, .NET, Python, enfin, toute la suite habituelle. Bien qu'ils sont en train d'abandonner petit à petit le Scala. Au niveau documentation, moi quand je me suis plongé dans l'univers des MOM là tout récemment, ça manque un peu d'explications sur les concepts, sur vraiment la philosophie en fait de l'outil. Donc ça je mets un petit 3 sur 5. Et sinon sur la description en fait de Kafka en lui-même et son fonctionnement, c'était quand même assez complet. Au niveau des utilisateurs, on va forcément retrouver LinkedIn, ça dommage qu'ils n'utilisent pas un produit qu'ils aient développé. On a Uber aussi qui l'utilise pour calculer le prix des courses en temps réel. On a Netflix qui l'utilise pour vous faire des recommandations une fois que vous avez fini de regarder un film ou fini de regarder une série. Et Airbnb en fait qui l'utilise pour son infra. On est sur une communauté qui est très mature, plus de 13 000 étoiles sur GitHub. Et au niveau de l'écosystème, on va retrouver Kafka Connect et Kafka Streams. Alors concernant le petit dernier qui est Apache Pulsar, donc petit dernier dans tous les sens du terme, puisque c'est aussi le plus récent, donc il a été soumis à la communauté open source en 2016 sous fondation Apache, parce que de base c'est Yahoo qui a développé pour des besoins internes, parce que Kafka ne couvrait pas tous les besoins, on verra ça après, ne couvrait pas tous les besoins qu'avait Yahoo à l'époque. Donc ils ont créé leur propre message broker qui permettait de pallier un peu tout ça. Donc aujourd'hui la version on est sur du 2.4.1 qui est plutôt récente, qui date du 30 août 2019. Donc pareil niveau protocole c'est du custom, c'est dans le MOM, c'est un protocole fait maison. En termes d'API pour se câbler dessus, donc à l'heure actuelle il y a du Java, du Go, du Python, du C++. C'est très récent en termes d'open source, donc eux forcément en interne ils utilisaient ce qu'ils avaient besoin, donc là on commence à avoir de plus en plus de langages qui commencent à être compatibles avec Pulsar. En termes de documentation par contre là, franchement c'est génial. On retrouve beaucoup de choses sur le broker, parce qu'on s'entend vers la documentation, mais plus que ça aussi, parce que ça va nous expliquer des concepts internes aussi au MOM. C'est-à-dire que même sans rien connaître, on va lire Pulsar, on va apprendre plein de trucs sur pas forcément Pulsar. Et la documentation est très claire, très moderne, enfin à ce niveau-là c'est vraiment top. En termes d'utilisateurs, bien évidemment, un peu comme Kafka avec LinkedIn, on va retrouver Yahoo, ça serait dommage qu'ils n'utilisent pas leurs produits. On va avoir aussi Tencent, qui est une télécom, une entreprise de télécom asiatique, et Nutanix. On peut aussi citer Elozy, qui l'utilise dans son SI pour des projets internes. En termes de communauté, donc c'est en croissance.
On est à 4 stars sur GitHub, sachant que forcément c'est très récent, donc ça commence à vraiment prendre de l'ampleur à ce niveau-là. Et sur l'écosystème, donc là on va parler de Pulsar.io et Pulsar Function. Pulsar Function, c'est tout ce qui va nous permettre de faire des transformations au sein du broker même, d'accord, donc sans avoir d'applicatif externe pour traiter le message, le retransformer, le renvoyer. C'est vraiment interne au broker. Et pour le Pulsar.io, pour tout ce qui est connexion sur le broker. On pourrait imaginer développer son propre connecteur, comme on l'a fait pour ActiveMQ et aller se câbler dessus. Alors, au niveau clustering, en fait, on va utiliser le concept de network of broker. Donc, en fait, quand je parle de clustering, c'est vraiment pour la scalabilité, pour la performance. Il n'y aura pas de réplication du message entre brokers. Ça sera vraiment un broker à son message et il ne transmettra pas, s'il a un consommateur dessus, il ne transmettra pas, il ne répliquera pas le message. Et donc si le broker vient à tomber, le message ne sera pas récupéré tant qu'il ne sera pas de nouveau opérationnel. Au niveau du stockage, donc on a deux possibilités, le file system avec KADB, donc ça c'est plutôt performant. Il y a également la possibilité d'utiliser des bases de données type Oracle, Postgre, MySQL. Donc là, on pourra se reposer sur les mécanismes de persistance des bases de données. Par contre, on aura une perte de performance. Au niveau rétention, expiration des messages. Alors rétention, c'est la capacité à garder le message dans un but de le rejouer. Et l'expiration des messages, en fait, c'est le fait de supprimer le message s'il n'a pas été consommé au bout de X temps. Donc du coup, tout ce qui est expiration de message est défini par le producteur. Donc c'est lui qui va indiquer la durée de vie du message. Sauf dans le cadre en fait, de tout ce qui est dead letter queue. Donc la dead letter queue, en fait, ça va vous permettre, s'il y a eu un souci pour la consommation du message, d'isoler le message dans un but de rejeu. Pour la haute disponibilité, donc là on va utiliser l'application du concept master-slave. C'est-à-dire qu'en fait les deux instances de broker seront démarrées, elles auront le file system partagé et il y aura un lock qui sera mis par le nœud master. Si le nœud master vient à tomber, le slave le détecte et reprend le travail du précédent. Géoréplication, bon bah là, alors c'est non applicable, disons qu'il n'y a rien de natif dedans. La géoréplication se fera plutôt avec de la synchronisation de file system, quand même un peu plus compliqué. Au niveau IHM d'administration, donc là on aura la web console, dont certains disent qu'elle est soviétique, ce qui n'est pas faux. 2004, je rappelle. Mais elle fait le travail pour afficher un peu le contenu des messages. Par contre, en fait, on pourra se baser sur un outil qui s'appelle Otaio. Et lui, en fait, se basera sur un agent Jolokia qui va récupérer les métriques GMX du broker et qui permettra, en fait, d'administrer le broker, rejouer les messages en masse, etc. Donc au niveau du clustering Kafka, on va retrouver les clusters de broker Kafka et un cluster Zookeeper. Que les deux fonctionnent ensemble. Sur le stockage, on est sur des logs distribués, donc à l'intérieur du cluster de broker. Au niveau rétention-expiration, Kafka en fait possède uniquement le concept de rétention. Donc, on ne peut pas lui spécifier que le message doit expirer au bout de X secondes. Par défaut, c'est 7 jours de rétention, mais on peut aussi configurer Kafka pour qu'il stocke ça sur tout le temps possible. Au niveau haute disponibilité, on est sur une scalabilité horizontale de par des brokers. On a une réplication des messages à l'intérieur du broker, donc avec les notions de partition leader et partition follower. La géoréplication est possible à l'aide de Mirror Maker. Mirror Maker qui est ni plus ni moins qu'un autre Kafka en fait, qui vient récupérer les messages pour les pousser sur un autre cluster. Au niveau administration, IHM et online, on a 4 API qui sont fournis par défaut. Le producer, le consumer, le streams et le connector. Au niveau des IHM, on en trouve pléthore sur le net, mais la plupart du temps, en fait, elles sont payantes, ou celles qui sont gratuites ont des possibilités très limitées. Et on a la possibilité aussi de faire du command line avec Kafka. Alors,
Concernant Pulsar en termes de clustering, donc là on a plusieurs notions. Donc on va déjà avoir notre cluster de broker nativement, pas de souci à ce niveau-là. On va avoir un cluster bookkeeper. Bookkeeper, c'est ce qui va permettre de faire la persistance de vos messages. C'est-à-dire que contrairement aux deux autres challengers, la persistance ne va pas se faire dans le MOM. Il va se faire sur une entité complètement dédiée. Donc c'est complètement dissocié du MOM. Donc on va avoir un cluster qui va nous permettre de gérer cette persistance. Et on va avoir un cluster Zookeeper pour tout ce qui est management des brokers, etc., répartition et ce qui suit. Concernant le stockage, comme je viens de l'expliquer, on a du Apache Bookkeeper, donc c'est complètement en dehors du MOM. Niveau rétention expiration, donc là Pulsar sait faire les deux. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt complet. Niveau haute disponibilité, alors il est horizontalement scalable, puisque on a un cluster de brokers à ce niveau-là. Et les topics, donc les entités qui vont permettre de recevoir des messages, sont répartis automatiquement par le cluster au sein des différents brokers. Donc c'est lui qui gère tout ça, il n'y a pas besoin de dire, celui-là il va être sur tel endroit, il gère tout ça de manière complètement automatique. Sur la géoapplication, gros avantage, c'est complètement natif, de par Bookkeeper et aussi de par Pulsar en lui-même. Donc on va avoir nos deux modes, synchrone, asynchrone, avec la notion de tenant. Donc ça, la notion de tenant, c'est ce qui va nous permettre d'appliquer cette notion de géoapplication. Donc en gros, c'est une sorte d'alias que vous allez coller sur vos topics, et vos brokers vont dire, moi je m'occupe de tel alias. Donc vous pouvez avoir des brokers un peu partout dans le monde en disant, moi je récupère ceux en Asie, ceux en Europe, etc. Donc c'est complètement natif à ce niveau-là. Et pour l'administration IHM, il n'y a pas grand-chose en termes d'IHM à proprement parler. Par contre, on a une command line qui fait plutôt le travail et on a une API REST qui fait le travail également. Par contre, on n'a pas vraiment d'interface clic-clic pour aller s'amuser avec Pulsar. Donc c'est un peu plus artisanal à ce niveau-là. Donc voyons un peu maintenant en détail comment fonctionnent les brokers et les typologies de consommation, de production que vous pouvez avoir au sein de ces brokers. Donc, au niveau ActiveMQ, on va voir. Alors, je vais d'abord vous parler de deux patterns d'échange qui sont implémentés dans les MOM. Donc, l'un des premiers patterns d'échange, c'est le point à point. On a un producteur, il sait qu'il va envoyer à un consommateur bien défini. Après le deuxième pattern d'échange, on aura le publish subscribe. On a un producteur qui émet son message et il ne se préoccupe pas de savoir qui va le consommer. Par contre, on aura des subscribers qui, eux, vont vouloir récupérer ce message. Donc dans ActiveMQ, on a le principe de queuing pour couvrir le pattern de point à point. C'est-à-dire qu'en fait, on aura un producteur qui va émettre son message dans une queue. Et ce message ne pourra être consommé que par un seul consommateur. Donc on aura le principe, en fait, le message pourra être produit et consommé de manière synchrone et asynchrone, donc ce qui va permettre aussi d'augmenter les performances de votre application. Par contre, le message, une fois qu'il est consommé, il est supprimé. Donc on peut avoir plusieurs consommateurs qui écoutent la queue. Le premier qui a le message le garde. L'ordre dans ActiveMQ peut être assuré lors d'arrivée du message, par contre ça va être au détriment des performances, puisqu'il n'y aura pas de load balancing du message si le consommateur augmente son nombre de threads. Et pour le rejeu, on va utiliser un système de failover du message qui est appelé la dead letter queue. C'est un principe qu'on va retrouver dans d'autres brokers de messages. Pour le concept de publish subscribe, donc, comme je vous le disais, en fait, le producteur va émettre son message dans ce qu'on appelle du coup plus une queue mais un topic. Le message sera stocké dans le topic et ne sera supprimé que lorsque tous les subscribers présents au moment de l'émission du message l'auront consommé. Par contre, du coup, en fait, on va se retrouver avec un problème, c'est-à-dire que si le subscriber est KO au moment de l'émission du message, il ne recevra pas le message. Donc, pour pallier à ça, en fait, ActiveMQ a créé ce qu'ils appellent le virtual topic. Le virtual topic, en fait, c'est que le publisher va publier son message dans le virtual topic.
Pour lui, hop, j'ai envoyé mon message, je veux pas savoir ce qui lui est arrivé. Et derrière, en fait, tout va être stocké dans des queues. Donc du coup, si le subscriber n'est pas là au moment de l'émission du message, c'est pas grave, ça sera persisté au niveau de la queue. Pour Kafka, il y a juste un pattern, le PubSub, Publish Subscribe. On va retrouver au milieu donc, notre cluster Kafka. Donc, avec, on va simplifier, on a pris un broker, un topic. Donc, le topic contient plusieurs partitions. C'est le broker qui va se charger de automatiquement balancer les messages dans le bon topic. Balancer les messages dans la bonne partition. Donc c'est lui qui gère le load balancing. Donc le producteur émet les messages. Le broker en fait gère la répartition des messages. Et les consommateurs en fait se branchent sur une partition et récupèrent les messages en sortie. Au niveau du rejeu, ça peut être réalisé grâce au hack. Plusieurs types de gestion de hack au niveau de Kafka. Le premier, en fait, il vous assure de perdre des données de temps en temps, puisque grosso modo vous publiez des messages, mais vous n'attendez pas que le broker en fait, vous indique qu'il ait bien reçu le message. Il y a un deuxième type de hack qui est d'attendre que le message soit bien inscrit dans la partition, et le mode all inclusive de Kafka en fait, qui permet de produire un message, de l'inscrire dans la partition et d'attendre qu'il soit répliqué. Et dans ce cas-là, le hack est transmis au producteur pour lui dire que tout est bien arrivé et répliqué. Au niveau du rejeu, donc ce sera aussi possible grâce à la rétention, à la gestion du offset du consumer. Puisque chaque consumer en fait, aura son offset stocké au niveau du broker, donc en cas de défaillance du consumer, dès lors qu'il se rebranchera, il se remettra à l'indice où il était, il reprendra la lecture en fait, des messages qui sont arrivés. Alors pour Pulsar, on va se rapprocher fortement de ce que fait Kafka, puisque c'est le même principe, c'est du PubSub. Donc on va avoir le mécanisme aussi de queue qui pourra être fait de par différentes manières de consommer. Donc déjà parlons de la production, donc on a différentes manières de produire des messages dans Pulsar. La première, ça va être de manière synchrone, donc bien évidemment ça va réduire les performances, parce que la donnée va d'abord être répliquée partout avant de dire ok c'est bon j'ai bien reçu ton message, et de manière asynchrone où là on envoie le message et la réplication se fait après coup. C'est pareil, au niveau de la production, on va pouvoir ajouter un délai de production. Par exemple, on va envoyer un message et on va dire, en fait, ce message-là pourra seulement être consommé dans 3 jours. Donc ça, c'est tout à fait faisable avec Pulsar d'ajouter ce genre de délai. Donc en termes de consommation, donc on va avoir le même principe, on va avoir un topic avec des producteurs qui vont produire dans ces topics. Donc là, on va avoir nos consommateurs, et nos consommateurs en fait vont souscrire à un topic au travers de différentes souscriptions. Donc à date, il y a 4 typologies de subscription, dont une qui est en mode bêta, c'est la qui cherche la dernière. Donc la première, l'exclusive. Donc l'exclusive, c'est le mode queue, tout simplement. On va avoir un seul et unique consommateur. Si jamais on a plusieurs consommateurs qui essayent de se connecter sur la queue au sein de cette subscription, alors qu'il y en a déjà un, il va se faire jeter tout simplement. Le deuxième, c'est le failover, qui est un autre mode de l'exclusive, qui lui, par contre, va permettre d'avoir plusieurs consommateurs connectés. Par contre, seulement un seul et unique recevra le message. Et si jamais lui, il ne le reçoit pas parce qu'il n'est plus là où il tombe, eh bien, on va passer sur le deuxième consommateur. Ensuite, les deux derniers modes qui sont à peu près semblables, on va avoir le mode share. Donc, il va se rapprocher fortement du mode topic que l'on peut retrouver dans ActiveMQ. Donc là, on va avoir des messages. Donc à nos messages, on peut avoir une clé de manière optionnelle. On peut ajouter une sorte de clé sur nos messages optionnels. Donc là, le share, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du load balancing entre tous les consommateurs. Donc les consommateurs recevront, enfin, un des consommateurs recevra le message, pas tous les consommateurs, en mode load balancing. Sur le key shared, par contre, là, on va avoir la notion de clé de message qui va entrer en jeu. Donc là, on va ajouter à notre message une clé de partitionnement de ce que vous voulez. Donc par exemple, je sais pas, c'est des stocks, j'ai des produits. Et là, nos consommateurs vont avoir une typologie de clés à récupérer. Donc nos clés vont vraiment être envoyées au sein de nos consommateurs par clé. Donc dans notre exemple ici, on ne voit pas très bien, mais on a différentes couleurs pour les clés. Par exemple, le consommateur D1, il est paramétré pour recevoir que la typologie clé 2, et le deuxième que la typologie clé 1. Donc là, on va vraiment avoir nos données scindées au sein de clés. Donc cette fonctionnalité est encore en bêta à l'heure actuelle.
En termes de rejeu, on va voir deux choses. Donc on va avoir le système de DLQ, comme on a parlé Sébastien, donc un topic DLQ qui va isoler le message problématique à titre de rejeu. Mais on va également avoir le négatif ACK. Donc l'ACK de base, on reçoit le message, on dit c'est bon, j'ai bien reçu, ou on ne reçoit pas du tout d'ACK. Là, on va avoir une notion de négative ACK. Donc potentiellement, on va avoir notre consommateur, il va commencer à consommer le message, puis il va se rendre compte qu'en fait, il y a eu un souci réseau. Donc au lieu de dire tout simplement, j'ai pas reçu ton message, il va lui dire, renvoie-moi ton message, s'il te plaît. Donc c'est exactement ce que fait le négatif ACK. Il permet de rejouer le message au sein même du message. En fait, tout simplement. On consomme le message, on demande de rejouer le même message. Donc on peut s'amuser à le faire en boucle si on veut. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir un mécanisme de rejeu complètement dédié à ça, comme on pourrait avoir avec les DLQ. L'idée, c'est vraiment de rejouer au fil de jeu les messages où on sait que celui-là, en fait, c'est une problématique pas sur le message, mais qui est diverse, et du coup, je veux le rejouer là tout de suite. Je ne veux pas attendre que quelqu'un le rejoue manuellement. Donc, en conclusion, là, je sens de la frustration parce qu'il n'y a pas eu de benchmark, il n'y a pas eu de ah oui, c'est lui le meilleur, mais en fait, la vraie réponse, c'est il faut choisir le bon outil par rapport aux bons besoins. Si vous savez que vous n'allez pas faire de la grosse volumétrie qui doit être distribuée en quelques secondes, donc des millions d'enregistrements délivrant en quelques secondes, pourquoi vous embêter à prendre un Kafka, un Pulsar? ActiveMQ fera très bien le travail. Peut-être qu'au début, en fait, pour votre besoin, ActiveMQ vous permettra de vous familiariser avec le monde des brokers de messages et dans un futur proche ou à moyen terme, en fait, vous passerez sur un système un peu plus complet. Si vous n'êtes pas cloud agnostique, pourquoi ne pas prendre un broker de votre provider cloud? Google a PubSub, Amazon, j'ai perdu le nom, et pareil pour Azure, mais chacun des cloud providers fournit un broker message. Si vous n'avez pas besoin d'être, si ça ne vous dérange pas d'être lié au cloud provider, pourquoi pas tenter le coup avec ce système-là? Par contre, il y a aussi des points qui sont forts chez Pulsar. Donc la géoréplication native, elle existe sur Kafka, mais sous forme de plugin. Et ça peut vous servir, et notamment dans le contexte de la Russie, par exemple, qui a un besoin de stockage de la data sur leur data center en Russie. Et du coup, en fait, il y a quand même un match qui ressort là-dedans, c'est quand même Pulsar Kafka. Et nous, notre point de vue, Elie, Sohan et moi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses que Pulsar a nativement par rapport à Kafka. Il y a des choses qui sont mieux gérées, comme le fait que Pulsar, c'est un mélange des concepts d'ActiveMQ en système de queuing et des concepts de streaming comme Kafka. Le fait que Kafka se repose sur un système de log qui peut être difficile à manager si le fichier de log est énorme. On pourra après le répliquer sur un autre serveur, ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors que Kafka, en fait, c'est une segmentation de log. Pulsar, pardon. Ouais, Pulsar, merci. Heureusement, il y en a un qui suit. Du coup, Pulsar, ça sera plus efficace au niveau restitution de la data. Et surtout, il y a un point aussi très fort dans Pulsar, c'est son côté stateless. Et pour tout ce qui est aspect cloud, tout ce qui est scalabilité, etc., en fait, le fait d'avoir un outil stateless, c'est-à-dire qu'il va pouvoir démarrer très vite. Donc s'il y a un besoin de perf immédiate, une nouvelle instance va pouvoir se monter très vite et démarrer très vite pour pouvoir encaisser la charge. On peut prendre l'exemple des Black Friday où là c'est là où on a le plus de commandes, donc là on a besoin de plus de puissance des outils. Et puis en fait aussi Pulsar c'est entièrement open source.
Voilà. Là où Kafka, qui est soutenu par Confluence, du coup, a des modules qui sont payants, comme on indiquait, des IHM payantes, des connecteurs bases de données qui sont payants, voilà. Bah non, c'est pas les mêmes lettres. Si t'inverses le problème, c'est quoi c'est dessus? Non, parce que l'ETL, en fait, l'ETL aura plus, sera plus en mode je fais du batch, je fais du gros volume, je fais de l'extraction, je transforme et après je recharge. Le CDC va être plus sous forme d'événement. Donc du coup, ça va être beaucoup plus souple et plus fluide. Bon, ça, à mon avis, il n'y a pas à discuter. Hein. C'est du SI LOSI, donc ce sera du Pulsar. Alors, quel est le rythme des releases de Pulsar? Une idée de la variabilité du modèle. Donc, j'ai pas l'historique exact de tout l'outil, mais en tout cas, les releases, elles se font pas la semaine non plus. Parce qu'il y a des outils qui s'amusent à faire des releases à la semaine, ça peut être assez embêtant. Je pense, donc là je l'affirme pas à 100%, mais on doit plus être à l'ordre du mois, voire du 2 mois, clairement, sur du Pulsar. Parce que la dernière fois que j'avais testé, c'était, bon, il y a quand même pas mal de temps de ça, on était en version 2.3, aujourd'hui on est en 2.4, donc c'était il y a plus de 6 mois déjà de ça. Donc le rythme des versions, je pense, il est pas très soutenu à ce niveau-là. Par contre, est-ce qu'il sera un jour payant? Mon avis personnel, c'est que c'est bien l'autre, comme tous les projets open source, ça arrive sur le marché, ça révolutionne tout le monde s'y met, c'est génial. Par contre, il y a un jour, il y a des petits malins qui ont une super idée, donc ils produisent un truc en interne basé sur l'outil, ils reprennent un peu l'outil, et ils se décident de le commercialiser. C'est un peu ce qui se passe avec Kafka et ses connecteurs. Aujourd'hui, on a Kafka, à la base, c'était open source, puis il y a des gens qui ont dit tiens, on a besoin d'un connecteur pour un truc vachement spécifique dans un coin, on va faire un connecteur, on va le faire payer. Et bien cher en plus. Donc un jour, c'est un peu l'inconvénient du modèle open source aussi, on peut très bien avoir des gens qui vont avoir une super bonne idée et faire un truc super novateur qui peut être aussi très compliqué pour reprendre l'idée et la commercialiser. Donc sûrement qu'un jour il y aura des choses payantes chez Pulsar. Ce ne sera pas de par Pulsar en lui-même, mais ce sera forcément de par une société tierce, etc. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi tout à l'heure, c'est que Kafka pour le coup est poussé par une société qui est Confluent. Pulsar de son côté c'est StreamML. Donc c'est pareil, il propose une sorte de plateforme qui inclut du coup ce VC du broker-là et plein d'autres composants dans notre code. On n'en a pas besoin ici dans le cadre de cette démonstration. Et donc forcément, ces gens sont très force de proposition sur l'outil et proposent beaucoup de fonctionnalités. Donc on n'est pas à l'abri que demain, StreamML, pareil pour Pulsar, décide de commercialiser certaines fonctionnalités qu'ils ont développées eux-mêmes au sein de leur plateforme. On n'est pas à l'abri de ça. Mais ça, c'est un peu le même problème pour tous les projets open source. Donc l'avantage c'est que c'est très récent, Pulsar, donc forcément on n'a pas encore cette notion-là. Alors les messages sont séquences pour tous les brokers. Séquencés, pardon, oui. Donc je suppose qu'ici on parle d'ordre, de gestion de l'ordre, etc. Alors pour Pulsar Kafka, on va avoir toutes des mécaniques de transformation au sein du Message Oriented Middleware. Donc ce qu'on va pouvoir avoir, c'est potentiellement ce genre de mécanisme où on va faire de la jointure d'informations du style moi j'ai reçu une commande, par contre je vais attendre que mon copain y arrive. Alors que c'est deux entités complètement différentes qui vont potentiellement avoir deux topics complètement différents, etc. Donc on va pouvoir gérer ça à ce niveau-là. Donc est-ce que ça arrivera systématiquement? Non. Par contre, on va avoir des moyens, en fonction du broker qu'on va choisir, de faire en sorte que ça soit consommé dans l'ordre auquel on veut que ce soit consommé. Donc Pulsar Kafka le gère bien mieux que ce qu'on pourra avoir sur ActiveMQ, parce qu'ActiveMQ forcément ce sera au détriment de performance, mais dans l'absolu on peut faire en sorte que ça arrive. Par contre, s'assurer que ça arrivera toujours systématiquement, donc ça c'est impossible. On n'est pas à l'abri qu'un jour il y a un problème sur le SI qui balance les clients, sur le système qui lance les clients, et que ces commandes arrivent avant. On n'est pas là où de la latence réseau, on peut imaginer n'importe quoi. Mais il y a toujours un moyen de faire en sorte que ce soit consommé dans l'ordre auquel on voudrait que ce soit consommé. Alors, quelles sont les contraintes? Donc, qu'est-ce que tu sous-entends, Aurélien, par contraintes d'implémentation? Je suis commercial, moi. Donc, faut savoir. Le prix, c'est ça? Non, mais, le prix de l'infra? C'est ça, ouais. C'est quoi les impacts quand tu l'implémentes?
Clairement, sur du Pulsar Kafka, c'est des grosses architectures. Donc, bon, je parle en termes de prix ici. Donc ça coûte beaucoup plus cher que mettre un ActiveMQ. Un ActiveMQ, on va pouvoir le mettre dans son coin, c'est bon, c'est un binaire, on lance, c'est réglé. Un Pulsar, il va falloir un zookeeper, pareil pour Kafka. Il va falloir le broker, il va falloir un zookeeper pour manager un peu tout notre broker. Et pour Pulsar, il va falloir en plus un bookkeeper. Donc forcément, les coûts d'infra, vu que c'est vraiment taillé pour de la perf et faire de la réplication dans tous les sens, forcément, c'est pas la même chose. Donc, en termes de contraintes d'implémentation, à ce niveau-là, oui, un ActiveMQ, c'est très simple à mettre en place. Alors ça, c'est vraiment le D3, c'est le plus simple, le plus fonctionnel rapidement. Si on veut quelque chose de rapide, avec celui-là, ça va être génial. Par contre, on vous garantit pas que les perfs, etc., ça sera au top du top en fonction de votre besoin. Donc, pour revenir à ce que disait Seb, ça dépend de votre besoin. Forcément, il y a un moment, si vous avez besoin d'un truc qui pulse, qui gère tout dans l'ordre, etc., faut mettre un peu la main en porte-monnaie aussi et choisir des solutions qui sont adaptées pour. Parce qu'on pourra faire tourner un truc sur un truc qui coûte pas cher et qui est très facilement implémentable, mais est-ce que ça va tenir à long terme? Je ne sais pas. Donc, c'est un peu toute cette philosophie-là qu'il faut avoir. Donc, c'est vraiment l'idée aussi de la conclusion, et c'est ce point-là, mais c'est vraiment utiliser le bon broker pour le bon besoin. Ouais, ce que je veux dire aussi, c'est par rapport au bon broker, par rapport aux besoins, c'est peut-être qu'en fait, dans un premier temps, il faudrait que vous vous concentriez sur le besoin, et ensuite, potentiellement faire un POC en fait, pour voir lequel sera le plus apte à répondre à votre besoin. Ça peut être aussi la solution, parce que, comme je disais, ActiveMQ fait quand même le taf. Après, il n'atteindra pas les 2 millions d'écritures secondes comme un Pulsar ou un Kafka. Quels seraient les impacts pour les équipes infra? Tout dépend comment c'est déployé. C'est toujours pareil, mais tu as raison Philippe. En fait, déjà, tout dépend comment est utilisé le broker. Avec Swan, nous on travaille sur une plateforme d'échange où on a un ActiveMQ. Par moment, on est obligé d'aller faire la police dans les équipes de dev parce que essayer de mettre 100 mégas dans ActiveMQ, c'est une mauvaise idée. Après, ça sera pareil. Pulsar et Kafka, avec des messages à 100 mégaoctets, ils vont commencer à être un peu moins véloces. Mais bon, ActiveMQ, c'est mort. Donc, les impacts sur les équipes infra, en fait, je sais que dans la salle, il y en a certains qui ont des gros impacts sur leur équipe infra parce qu'ils ont beaucoup de management de l'ActiveMQ. Nous, je sais que l'ActiveMQ, c'est ce qui tourne le mieux, on n'y va quasiment pas. Tout dépend en fait de ce que les équipes de dev font avec, quelles normes ont été définies, voilà. Après, je pense que pour manager du Kafka, du Pulsar, c'est peut-être un peu plus costaud. Ouais, il les améliore. Et ça dépend de ce que tu appelles perf. Si c'est perf de ton applicatif, oui, ça améliore du fait que tu puisses faire de l'échange asynchrone. Ça peut améliorer Ça peut améliorer en fait les perfs sur des traitements batch que vous avez pour des solutions décisionnelles. Là, si on fait des traitements à la papa, donc avec un batch qui commence à 8h, qui finit à 8h le matin le lendemain, vous brassez énormément de données, toute la ligne, des données qui n'ont pas bougé depuis 107 ans. Là, avec un CDC, vous brassez uniquement le delta de la veille. Enfin, c'est même quasiment du temps réel. Vous n'avez plus cette problématique de nuit. C'est qu'en journée, on vous balance une mise à jour, vous la recevez tout de suite et vous avez votre solution décisionnelle mise à jour en temps réel. Là où avec des traitements batch, vous attendez 24 heures pour voir la modification apparaître. Donc là, sur des solutions décisionnelles maintenant qui sont de plus en plus mobiles, le MOM est bienvenu. Un petit truc à ajouter aussi par rapport à ce niveau-là, c'est qu'il faut savoir aussi que, donc j'ai entendu dire, donc je ne l'ai pas expérimenté par moi, mais j'ai entendu dire aussi qu'au sein de certaines applications mobiles, par exemple, ils intègrent directement un MOM dans l'application. Parce que justement, ça va permettre de faire un peu tous ces échanges asynchrones entre les serveurs, etc., pour gérer tout ce qui est, par exemple, je sais pas, vous avez besoin de vos données mobiles pour consommer une application, d'un coup vous n'avez plus de données mobiles. L'application, si elle crash, c'est un peu embêtant, quoi. Donc l'idée d'avoir cette rétention, cette expiration, un peu comme on a vu, au sein de l'applicatif, c'est quand même vachement génial. Et du coup, il y a aussi des solutions qui sont natives sur ces devices et qui vont permettre aussi du coup, d'augmenter les perfs un peu virtuellement dans la mesure où votre appli ne crashera pas parce qu'elle a besoin d'un truc qu'elle n'a pas à un instant T. Donc ça, c'est un exemple d'application
que l'on pourra avoir à ce niveau-là. Donc il y a une autre question, non? Je crois qu'il y en a encore une, pardon, désolé. Est-ce que Aurélien a encore une question? Alors, j'ai choisi ActiveMQ, je veux changer de MOM, Kafka ou Pulsar. Car plus de volume de messages. Facile. C'est facile. Non. Non, mais alors forcément, ça aura un coût quand même. Ça aura un coût sur les protocoles utilisés, sur ce que votre applicatif est capable de faire. Alors après, il y a des solutions justement comme Apache Camel qui sont des outils de SB, ouais, qui vont vous permettre de masquer cette complexité, qui auront les connecteurs pour se connecter à Kafka. Je crois même que dernièrement ils ont fait la version Pulsar. ActiveMQ, ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça dépend en fait comment vous allez consommer votre broker. Derrière, si vous mettez une API, en front, ouais, le changement il sera au niveau de l'API, mais ça ne sera pas si compliqué que ça. Tout dépend à chaque fois, c'est quel est votre SI, comment tout est intégré. C'est comme changer de base de données, si on passe d'un MySQL à un Oracle. C'est un peu le même principe, mais en plus, dans ce cas de figure-là aussi, ce que je tiens à rajouter, c'est que ActiveMQ, c'est le plus ancien et c'est celui qui a le plus de connecteurs. Alors il y a de grandes chances que vous ayez, l'ActiveMQ, si vous l'avez déjà depuis un moment, qui est déjà un moment dans votre SI, il y a de grandes chances que vous ayez tout un tas de protocoles qui sont connectés sur le MOM. Donc forcément, si demain vous avez 15 000 protocoles différents et que vous voulez passer sur du Kafka ou c'est un custom protocole, il va falloir retaper 15 applicatifs. Là où potentiellement, si vous avez une typologie, ça sera moins en douleur parce que du coup, c'est un périmètre en particulier qui sera impacté. Donc, de ActiveMQ, Kafka ou Pulsar, ça peut être compliqué en fonction de ce que vous avez, comme l'a dit Seb. Après, l'inverse, c'est pareil aussi. Je vois pas pourquoi on passerait sur du ActiveMQ, peut-être pour réduire des coûts, j'en sais rien. Mais c'est pareil, ça se ferait pas sans douleur non plus, parce qu'on passerait d'un protocole qui n'est pas forcément standard à quelque chose de complètement ouvert. Donc dans les deux cas, c'est pas si simple que ça, dépend de SI, etc., comme on explique. S'il y a d'autres questions? Je vois souvent RabbitMQ, c'est quoi Alors RabbitMQ, je pense. C'est ActiveMQ plus jeune. Je crois que les développeurs PHP préfèrent parce que c'est plus facile à se connecter sur du RabbitMQ que sur l'ActiveMQ par rapport au protocole MQP, si je ne dis pas de bêtises, parce que je confonds toujours MQTT ou MQP, je crois que c'est MQP. Voilà, et donc après c'est plus récent, c'est porté par Pivotal. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et derrière, en fait, les points forts, apparemment, c'est l'interface d'admin qui est plutôt pas mal. Et par contre, apparemment, mettre en clustering, c'est aussi compliqué qu'un ActiveMQ. D'autres questions? Merci. Je me permets juste de rebondir sur la conclusion de Sébastien. Si vous voulez réaliser un POC sur l'une des solutions, bien évidemment, vous pouvez m'appeler le 06 81 86 52 38. Voilà, ça c'est fait. Merci à Sébastien, Elie, Sohan. Je pense que vous avez été brillants, encore une fois. Merci du temps de préparation que vous avez consacré à cet apérops et à l'énergie que vous y avez mis aujourd'hui. J'espère à tous que ça vous a plu. On a choisi le mauvais président. Désolé. Il y en a un qui a suivi l'actualité du jour. Merci. On vous donne rendez-vous le 24 octobre. On vous donne rendez-vous le 24 octobre et non pas le 31. Donc le 24 octobre, cette fois, c'est l'éditeur Stambia, donc l'un de nos partenaires, qui va venir présenter la roadmap 2020 de son outil d'ETL qui est Stambia. Bien évidemment, je vous invite à venir y participer. De nouveau, je vous remercie à tous et à tous d'avoir bravé la pluie pour venir vous joindre à nous à l'occasion de ce 20e apérops. On vous donne rendez-vous donc le 24 octobre pour le 21e. D'ici là, je vous invite à aller profiter du bar. Vous aurez de quoi vous sustenter et vous désaltérer.
et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.